peux vous le dire. Mais quand même, Jimmy, tu déconnes là. Pourquoi tu m'enfermes dans le coffre là? Il fait chaud. T'avais pas de place peut-être dans la voiture? Autant que je me souvienne, j'ai toujours aimé les films de gangsters. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo très spéciale. Non pas consacrée à un film, mais plutôt à un genre. On appelle ça un film noir, un polar, un film de gangsters. Et pour cela, je vais parler de plusieurs œuvres, que ce soit sur petit ou grand écran. Cependant, je reviendrai très souvent sur Les Affranchis de Martin Scorsese. Ce film est ma Bible, mon film de chevet. The Number One, celui que j'amène sur une île déserte. Si t'as pas de courant, je prends une rallonge. Voilà. Ah, j'ai souvent parlé de mon top. Nous y voilà. Les Affranchis est et reste mon film préféré de tous les temps. Je l'ai découvert à l'âge de 17 ans. Dans ma vidéo sur Scarface, je dis ceci. 3 ans plus tard, je m'achète ma première télé, mon premier lecteur DVD et 3 films. Bien sûr que Scarface en faisait partie. Sur les 3 DVD, donc, il y avait aussi Les Affranchis, que je ne connaissais absolument pas. Mais étant fan d'Al Pacino et de Robert De Niro déjà à l'époque, je voulais voir et avoir absolument tous leurs films. Premier visionnage des Affranchis, donc, l'ambiance, le récit, les acteurs, l'humour, la violence, absolument tout m'a scotché. J'ai eu un choc, j'ai pris une claque. Une claque, que dis-je? Un uppercut. Ce film m'a mis KO. Et j'en suis devenu fou. J'avais déjà vu pas mal de films de gangsters. Le Parrain 1, 2, 3. J'avais vu Les Incorruptibles, Scarface, bien sûr, Pulp Fiction, Usual Suspect. J'avais aussi adoré les films noirs made in France. Il faut dire aussi qu'avec des gueules comme Jean Gabin ou Lino Ventura, on avait de quoi faire d'excellents polars. Mais revenons à Pulp Fiction et Usual Suspect. On va aussi ajouter Reservoir Dogs, Donnie Brasco, il y en a plein d'autres. Ces films ont tous un point en commun. Lequel? Ce sont des films de gangsters. Sans blague. Non. Ils sont tous sortis après Les Affranchis. Et sans copier ce dernier, bien sûr. Ils ont tous adopté un nouveau genre, à mes yeux, inspiré directement du style des Affranchis. Avant, on avait certes déjà suivi de très près un groupe de gangsters. Je pense notamment à l'excellent Cosa Nostra, avec Charles Bronson et Lino Ventura, au passage. Exact. On avait suivi l'ascension de redoutables gangsters, Michael Corleone, Tony Montana, David Aronson, dans le cultissime Noodles. Il était une fois en Amérique, du très grand Sergio Leone. Mais, comment l'expliquer? La façon dont on nous présente Les Affranchis est totalement différente. Et j'ai pu le constater dans tous ces autres films de gangsters qui ont suivi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un avant et un après Les Affranchis. C'est écrit sur l'affiche du film. 30 ans passés dans la mafia. Mais aussi une histoire d'amitié, de famille, de bons moments, de bonnes blagues, de mauvais coups, de tromperie, de jalousie, de trahison, de violence, de tristesse, de faiblesse. La vie, quoi. Ce n'est pas difficile de s'identifier à eux. Bien sûr, ce sont des gangsters, des meurtriers, des fous furieux. Mais tout le long du film, on apprend à les connaître très très bien. On les voit évoluer, on les voit chuter. Forcément, on finit par les aimer et on a de la peine pour eux, alors que ce sont des criminels. Vous voyez où je veux en venir? Absolument pas. Bon, cette scène par exemple, où le personnage joué par Ray Liotta, Henry Hill, assiste à un passage à tabac, très violent. Bon, là, on s'imagine mal assister à la scène aussi. Mais juste après, quand tout le monde se retrouve à table chez la mère du personnage joué par Joe Pesci. La maman étant jouée par la mère de En effet, Scorsese. tout le monde rigole, sauf Henry Hill, qui est encore sous le choc.
il est livide. On lui fait même remarquer. Je suis dans le même état que lui à ce moment-là. Je vis le truc à fond parce que la porte est grande ouverte. Et tel le gros voyeur que je suis, je ne loupe aucun détail. Je plonge dans chaque scène et je me retrouve parmi eux. Grâce aux nombreux mouvements de caméra tels que le zoom avant du génial Martin Scorsese. Chaque scène, il nous invite à être au plus près de l'action. En particulier les scènes de violence. On est toujours le plus près possible des protagonistes de cette histoire. Vrai, ça aussi, ça y joue. Être dans son fauteuil, devant sa télé. C'est vraiment des tarés ces types-là. En prendre plein la gueule pendant au moins 2h30, comme souvent dans les films de gangsters. Être malmené, choqué, mais soulagé que ça se termine, même si tu viens de regarder un chef-d'œuvre. Et puis il y a École de main. Il y a École de film. main. Heureusement, c'est du cinéma. Faux! C'est une histoire vraie. Bah là, mon coco, quand tu viens de regarder Casino et que tu viens de vomir après la scène finale de Joe Pesci, tu crois que ton cauchemar est terminé? Pas du tout. Parce que soudain tu te rappelles que c'est une histoire vraie. Alors tu Wikipédies, tu googlais, tu oses même regarder les bonus du DVD où il y a marqué la vraie histoire des vrais gangsters qui ont vraiment existé pour de vrai. Oui, ces histoires sont vraies, inspirées de faits réels. Et ça fait froid dans le dos. Mais en même temps... Ça m'a excité. Non, on va pas aller jusque-là quand même, mais ça t'attire encore plus. Et c'est pour ça qu'après le film, on veut voir des docus. Pourquoi on les aime, ces criminels? Ah ouais, Qu'est-ce qui nous fascine chez ces criminels? Du très cool George Young dans Blow, incarné par Johnny Depp, à l'horrible Jeffrey Dahmer, interprété par un dérangeant Evan Peters. Vous avez vu le succès du truc? Et qu'est-ce qu'ils nous ont pondu juste après Netflix? Le vrai docu sur l'histoire vraie du vrai Jeffrey Dahmer. Bon, j'ai adoré. Alors je vais parler pour moi, parce que pour les autres, je ne sais pas. Et pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à donner dans les commentaires vos raisons. Pourquoi j'aime ces histoires de criminels? Alors, il y a plusieurs points à aborder. Chapitre 1, grand 1, petit a, première colonne, tiré à la ligne. Déjà, j'adore les histoires vraies, que ce soit celle d'Al Capone ou de Churchill, ou celle de Serpico, The Revenant, Robocop. n'importe quoi. Ou plus récemment, celle d'Open... Robocop, c'est une histoire vraie, mec. Mais non, c'est un film. Ou plus récemment, celle d'Op... C'est une histoire vraie, Robocop? Mais non, mais t'es pas sérieux? Putain, j'aime la fiction, les histoires fantastiques, quand les scénarios sont tellement travaillés, tellement barrés que tu sais que ça ne peut pas exister. Par exemple, j'adore les films sur les fantômes. Ça existe, les fantômes. Non, on parle pas de ça ici. Quand je regarde Inception, par exemple, je suis bluffé que cette histoire soit sortie de l'imagination d'une personne. Adapter une histoire vraie, par contre, c'est facile. Suffit de se documenter. Suivant la personne ou l'action que tu as décidé de raconter, on trouve des dizaines de biographies et des docus. Oui, c'est facile. Rien du tout! Il est tombé dans le piège. Je blague. Faut suivre aussi. Adapter une histoire vraie, c'est un travail très complexe. Il faut coller à la réalité, à l'époque. Les acteurs doivent se surpasser car ils ne jouent plus. Ils deviennent cette personne. On a eu droit à des interprétations légendaires. Jamie Foxx en Ray Charles, resté les yeux fermés près de 12 heures chaque jour pour ressentir les sensations d'un aveugle. Jared Leto, Will Smith, Bradley Cooper, Christian Bale. Tous ces acteurs ont pris beaucoup de poids pour être identiques à Mark Chapman, Muhammad Ali, Chris Kyle, Dick Cheney, Bruce Wayne aussi pour ce Oui. dernier. Tu as raison de le souligner. On peut aussi prendre du poids ou en perdre beaucoup pour jouer n'importe quel rôle. Et Christian Bale en est le roi. Robert De Niro aussi d'ailleurs. Et pour être Al Capone dans Les Incorruptibles, en plus de prendre du poids et de se raser le crâne, il exigeait la même garde-robe que le véritable gangster. Du costume 3 pièces jusqu'au calbar en soie. Un délire de star? Non, je ne crois pas. Le travail est immense. La reconstitution, l'exactitude des faits, maîtriser tous les moindres petits détails qui pourraient
trahir la crédibilité du film. Les historiens regardent. 11 novembre 1918. Ça y est. La Première Guerre mondiale est enfin terminée. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, retrouver ma meuf. Petit selfie. Je serai ton meilleur ami. Baliverde. Carabistouille. Deuxième raison. Bah oui, vous vous souvenez, Grand 1, chapitre 1, je vais être méchant. Petit peu. Bon, en même temps, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Les acteurs. Oui. Ils jouent un rôle très important. Parce que, dans Les Affranchis, si on m'avait mis Kev Adams et Jean-Luc Reichmann, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Les Affranchis serait mon film préféré. D'ailleurs, j'ai déjà vu des films de gangsters tout pourris, hein. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Bien souvent, les meilleurs films de gangsters sont interprétés par les meilleurs acteurs du moment. À moins que ce soit les meilleurs acteurs du moment qui jouent dans les meilleurs films de gangsters. On a eu Marlon Brando, James Caan, Harvey Keitel, Joe Pesci, Jack Nicholson, Denzel Washington, Johnny Depp, Steve Buscemi, Sean Penn, Tom Cruise et James Gandolfini. Tu connais? Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes les films de gangsters si tu ne connais pas ce monsieur. Oui, mais c'est pas dans un Tu film. te tais. Au cinéma, je l'ai dit, il y a eu un avant et un après Les Affranchis. Eh bien, sur le petit écran, dans le monde des séries TV, il y a eu un avant et un après Les Sopranos. Il faut regarder cette série. En France, elle n'a pas le succès mérité. Et si tu aimes Les Affranchis, bah, tu vas adorer Les Sopranos. Et le très regretté James Gandolfini y est pour beaucoup. Il incarne à la perfection le boss d'une famille de la mafia du New Jersey, Tony Soprano. Il doit sans cesse se battre pour faire de l'argent et être respecté. Se battre contre d'éventuels ennemis au sein même de son organisation, voire de sa propre famille, contre le FBI qui cherche à le coincer, mais surtout contre ses crises d'angoisse. Oui, c'est Mafia Blues, mais en plus profond et en plus long. J'aime cette série aussi pour son style et je retrouve les mêmes ingrédients que j'avais adorés dans Les Affranchis. Le créateur des Sopranos, David Chase, a avoué que Les Affranchis étaient une source d'inspiration pour lui. On y retrouve même des acteurs ayant joué dans Les Affranchis. Et Ray Liotta lui-même a failli jouer Tony Soprano. Cette série compte 6 saisons, 86 épisodes au total. Un véritable chef-d'œuvre, des gangsters plus vrais que nature. En survette. Moi, ça m'éclate. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand je vois Henry Hill et ses complices comme ça, ou Tony Soprano et sa bande en survette Marcel, je suis parfaitement conscient que je regarde ma télé et que ces types sont des caïds. Mais ça les rend plus sympathiques, plus détendus, plus comme nous. Quand je regarde Tony Montana, ses coups de gueule, ses costards à 5000 $, je kiffe. Mais je ne serai jamais devenu son pote. Ou bien encore Bill le Boucher, de Gang of New York, joué par le fantastique Daniel Day-Lewis. J'adore son style et il est juste incroyable en gangster de l'époque. Mais jamais j'aurais aimé tailler le bout de gras avec lui. Mais eux là, quand ils jouent aux cartes, quand ils préparent la bouffe, quand ils mangent, bah t'as envie de t'asseoir à leur table. Et de parler de la vie. J'aime me sentir absorbé par une scène, tellement elle me parle. Last Action Hero, le ticket magique. J'en rêve tous les jours. En clair, j'aime les films de gangsters parce qu'ils sont vrais, authentiques, forts, avec des personnages hauts en couleur, des scènes riches en émotions, bourrées de dialogues explicites, des échanges grandiloquents, parce que ce sont des films vivants.
Que tu sois devant un épisode des Sopranos où Tony est en train de ronfler sur son plumard en peignoir, ou que tu fantasmes en regardant Vito Corleone assis dans son fauteuil devant son bureau avec ses hommes de main tout autour, on est attiré. On veut connaître leur histoire. On veut en voir plus parce qu'on ne sait rien de tout ça au final. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ta vie, Non, non. ce n'est pas la sienne. Si. T'as dit quoi, toi? Oh, eh oh, c'est bon. Viens me voir, là. Viens me voir, là. Un des deux, là. Viens me voir, ouais. Bonjour. Non, non, ce qu'il a dit, ton copain, là? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Attends, non, mais viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Histoire vraie. Ça peut aller. Histoire vraie ou non, quand tous les bons ingrédients sont réunis, on le sait qu'on va voir un grand film. Tu l'as déjà dit, ça. Oui, je sais, dès le générique. Parce que la musique joue aussi un rôle très important. Et l'introduction. Un exemple, on se souvient tous de l'intro de Pulp Fiction. Ce film est une référence du genre du gangster cool. C'est cool d'être un gangster chez Tarantino. On s'attache très vite à chaque personnage. Et pour le coup, peu importe que ce soit une histoire vraie. Tout ce que je retiens, c'est que c'est foutrement efficace et que c'est une histoire de dingue. Même chose quand le ton est plus sérieux. Drive est un pur film de gangster qui ne rigole pas du tout. A History of Violence, c'est un film d'horreur. À la base, on a un film de gangster, mais on a tout un tas de sous-genres. Je parlais de Mafia Blues. Quand je le classe dans mes DVD, je ne sais jamais où le ranger. Comédie, film de gangster. Ouais, merde. Je le range avec les De Niro. Ben voilà, c'est ça. Et en parlant de ça, j'ai aussi un coin pour ranger les films de gangsters tout pourris. Bon, parce que j'aime le genre, donc je veux tous les voir. Quand je dis tout pourri, bien sûr que j'exagère, mais il y a eu des déceptions, des incompréhensions. Tu prends ce film par exemple. On a un super casting, une histoire de dingue. Je le sais, j'ai lu le livre. Que voici, un sacré pavé. Alors déjà, le livre fait 500 pages. Le film, il dure 1h43. C'est une blague. C'est une blague, ouais, c'est clair. Le livre est épouvantable, avec des détails qui me hantent encore aujourd'hui. Le film est passé à côté de tout ça. C'est un bon polar, oui, mais c'est un biopic raté. Je me souviens. John Travolta va jouer John Gotti. Alors, dans les années 80-90, lui, c'était le big boss. J'ai fait tomber The Mask. Il y a tellement de matière pour faire un film de malade. Ben là, pour le coup, ils ont fait un film tout pourri. Incompréhension totale. Depuis quelque temps, je trouve qu'on n'arrive plus vraiment à faire des films de gangsters dignes de ce nom. C'est regrettable. Seules les séries TV arrivent encore à nous surprendre. Je pense notamment à l'excellente série Boardwalk Empire avec Steve Buscemi. Et comment ne pas citer Peaky Blinders avec Cillian Murphy. Mais pour les films, Heureusement, dernièrement, on a eu droit à un grand moment de cinéma. Et même si on a découvert ce chef-d'œuvre dans notre fauteuil, devant notre télé. Même s'il a des défauts, c'est vrai, mais non, on s'en fout, sérieux, on s'en fout. Il a fallu que le maître soit de retour, avec ses meilleurs potes. Et pour parler comme un senior, bah c'est bien vrai. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et voilà, cette vidéo spéciale est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai le plus rapidement possible, je l'espère, avec de nouvelles vidéos. Je vais peut-être tester un format plus court. J'ai envie de parler de films qui m'ont touché, mais des films plus récents. Alors, je ne trahis pas la chaîne, hein, parce que, bien sûr, cette chaîne est consacrée aux films de mon enfance, des années 80, des années 90. mais j'ai tellement de choses à dire sur tellement de films. Bref. Un format plus court sera peut-être plus adapté. On verra. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à commenter, et puis à vous abonner. On vous laisse, parce que ça saigne encore. Hein.
Oui, j'ai l'impression de me vider de bon sang. Un petit florilège dans le générique de fin. Abrège, De abrège. mes agréables surprises en termes de films de gangsters. À bientôt. Salut, ouais.